Il y a quelques temps de ça maintenant, je faisais une vidéo expliquant que je pensais que Red Bull faisait une erreur en promouvant Lawson et en ne promouvant pas Tsunoda à sa place. Et dans les commentaires de cette vidéo, j'ai eu droit à la petite escarmouche, le petit bombardement quand les gens sont pas d'accord parce que, sur face value, Lawson, il est rapide quand même, non? Que ce soit au travers d'énormes pavés que j'ai pas lu, de petits paragraphes que j'ai pas lu, ou de remarques narquoises que j'ai pas lu non plus, on m'a bien fait comprendre que j'avais tort. Bon, je vous envoie des crottes de nez, je précise, je lis les commentaires généralement, exception faite de quand ça a une gueule comme ça. Je vous le dis, il y a une honnêteté entre vous et moi. Si vous formatez pas les textes, je lis plus. Faites-moi un retour à la ligne de temps en temps. Les fautes, je m'en bats les couilles. Y a pas un accord ici, vous avez mis un T au lieu d'un S, je m'en branle. Le formatage et la syntaxe, c'est tout ce qui m'importe. Bon, une fois de plus, l'actualité me force à repousser un petit peu la sortie de la vidéo sur la R15 TDI. J'ai pas envie qu'elle bide en fait, donc si je sors ça à un moment où les gens veulent de l'actu, je vais me tirer une balle dans l'IEP. Donc on va parler de cette histoire de Lawson, de Tsunoda, de Red Bull et tout le blabla, sans plus de salam alek. Mais juste avant ça, dans un monde qui n'a rien à voir. Et là, je lui dis, c'est pas un aspirateur, c'est mon oncle. Vous rigolez pas, avec un chapeau, c'est plus évident. Oh putain, c'est bon, déridé un peu. Ça, c'est parce que vous buvez de la merde violette, ça. Moi, j'ai quelque chose pour vous. Ça s'appelle du Oli. Niveau énergie, hydratation, thé glacé. C'est vachement bon et c'est surtout vachement moins cher que la majorité des autres boissons énergétiques à la mort moelleux, dont ta merde violette, là. Je suis à peu près sûr que c'est avec ça qu'on alimente un relais cosmodésique. Et si t'en veux, tu peux utiliser le code CLIPPY pour 10% de réduction sur tous tes achats, ou le code CLIPPY5 pour 5 € de réduction sur ta première commande. Et en plus, la Cola Beachies est revenue avec la framboise bleue, le cola et orange vanille. Et il y a une super gourde de baiser là. Waouh! Et ça va sans dire, je suis le commandant Shepard, et cette boisson est ma préférée de la citadelle. Même si là on est sur Omega, pose pas de questions. Merci Oli, je suis Clippy d'Aclip, bienvenue dans Garage Talks. Quasiment immédiatement après le Grand Prix de Chine, on a eu des rumeurs comme quoi Lawson devait améliorer ses résultats pronto, genre dès le Grand Prix du Japon, sinon il pourrait déjà être remplacé. Et puis le 25 mars, Eric Van Haren, un journaliste néerlandais affilié au Télégraphe, a tweeté ça. Alors, vous lisez pas le néerlandais, je me doute, moi j'ai cliqué sur traduire tweet, mais je vais faire comme si je le lisais. Apparemment, les dés sont jetés et Tsunoda deviendrait l'équipier de Verstappen dès le Grand Prix du Japon, reléguant Lawson chez Vicarb. Et mettant au lit cette rumeur comme quoi Red Bull voudrait débaucher Colapinto. Et si je suis parfaitement honnête, oui, c'est catastrophique en termes de com, oui, c'est catastrophique en termes de timing, mais c'est la meilleure chose à faire pour sauver Lawson. Je vais m'expliquer. Depuis le début de la saison, Lawson ne s'est pas une seule fois élancé depuis la grille de départ pour un Grand Prix. Il s'est élancé depuis la grille de départ pour un sprint. Et c'était en P19. Actuellement, que ce soit la manière dont Lawson parle en conférence de presse ou sa manière de conduire, tout trahit un manque de confiance dans la voiture. On ne devrait pas être surpris, on le sait depuis 2019, la Red Bull a cette tendance, ce quirk de survirage qui est extrêmement dur pour la majorité des pilotes. Ça, c'est la philosophie de design Red Bull et c'est pour une raison relativement simple. Une voiture survireuse à performance égale sera toujours plus rapide qu'une voiture sous-vireuse. Et là, généralement, quand on parle de la Red Bull et de ses caractéristiques de conduite, quelqu'un débarque et dit « Non, c'est parce que la voiture est faite pour Max. Oh, ta gueule. » Je vais simplement demander aux gens qui colportent, repartagent cette opinion sans avoir vu de preuves fondamentales là-dessus, de regarder un extrait de vidéo que j'aurais mis dans le commentaire épinglé sous le message du sponsor. Un extrait de 9 minutes issu d'une interview podcast beaucoup plus long d'1h23 où Alex Albon parle de comment c'était chez Red Bull, notamment avec Max Verstappen. Et dès la 20e seconde, il finit par dire qu'en réalité, la voiture est ce qu'elle est, qu'elle n'est pas construite autour de Max. La vidéo est en anglais. Je sais. Mais fort heureusement, nous vivons dans un monde où les sous-titres auto-générés existent. Je sais que je m'adresse à une majorité de mûrs quand je dis ça, parce que très souvent les gens préfèrent juste dire Red Bull pas bien. Mais justement, vous devriez encore plus regarder cette vidéo, comme ça vous pourrez apporter quelques croutons d'informations à la soupe de votre connaissance afin de tacler là où il faut, c'est-à-dire de jouer le ballon. Et avec cette métaphore sportive bancale mis de côté, revenons à Lawson. La RB21 est de toute façon pas une voiture qui a l'air bien née. Elle a conservé les mêmes trends, les mêmes tendances que la saison dernière, c'est-à-dire
c'est-à-dire du survirage à basse vitesse et du sous-virage à vitesse moyenne ou vitesse haute, bref, quand l'aéro fonctionne. Il y en a certains parmi vous qui connaîtront pas réellement le sport et qui seront un petit peu perdus quant à tout ça. Je vous jure qu'en 2 recherches Google, vous comprenez tout sur le survirage, le sous-virage, etc. Mais ce qui est important à retenir ici, c'est que d'avoir une voiture qui se contredit autant dépendant de sa vitesse, c'est extrêmement complexe ensuite d'avoir confiance en elle. Et on en arrive à un point où des gens sur internet, comme sur la grille, notamment Verstappen, commencent à se demander si en réalité la V-Carb est pas vachement mieux née que la Red Bull, vu comment Hadjar et Tsunoda sont en train de performer dès ce début de saison. D'une certaine manière, on pourrait commencer à regarder quelques saisons en arrière et se rendre compte que, si on compare la V-Carb à Perez, uniquement à Perez, laissons Verstappen en dehors de l'équation, en fait, j'ai l'impression que ça fait plusieurs saisons que V-Carb a complètement compris comment créer une voiture avec une bonne balance. La balance en Formule 1, c'est cet équilibre entre le train avant et le train arrière. Du coup, c'est intéressant de se rendre compte que c'est la Junior Team qui a trouvé une balance saine pour accommoder tous ces rookies et que finalement, l'échange d'informations entre Red Bull Racing et V-Carb devrait plus se faire dans le sens V-Carb vers Red Bull que Red Bull vers V-Carb. Mais bon, on parle pas de ça aujourd'hui. Alors, il y a un certain nombre de circonstances atténuantes autour des contre-performances de Lawson en ce début de saison. Déjà, et j'ai pas cessé d'insister là-dessus dans la vidéo sur le Grand Prix d'Australie, l'Australie était justement un Grand Prix ultra bordélique où on n'a pas appris grand-chose. Exception faite du rythme de qualif qui, là encore, on peut en discuter parce que c'est un circuit urbain, donc ceux qui ont prédominé allaient peut-être pas prédominer en Chine juste derrière. Et pour ce qui est de Lawson, justement, si on peut peut-être juger de son rythme en qualif, c'est un circuit qu'il connaissait pas, et puis derrière ça, en course, on l'a fait rester sur des slicks sous la pluie. Tu veux quoi ? Dis bonjour aux gens, parce que c'est sûrement une des dernières fois qu'ils te voient. Oh, petit bébé. On pourra me dire, oui, mais Tsunoda et Verstappen, ils sont restés sur des slicks sous la pluie aussi, et je vous rappellerai que l'un est néerlandais, l'autre est japonais. Tandis que certains embrassent la course sous la pluie, c'est de là son nez dedans. Quant à Shanghai, en plus d'être un autre circuit que Lawson ne connaissait qu'en simulateur, c'était un week-end sprint, donc t'avais pas les 3 séances que t'as habituellement pour mettre au point la voiture, et ça s'est ressenti. D'ailleurs, pour corroborer mon point sur le fait que la V-Carb est peut-être mieux née que la Red Bull, il y a qu'à voir la qualif d'Adjar en Chine, qui était tout simplement phénoménale, parce que le Boog est un rookie, et qu'il avait jamais roulé là-bas, en tout cas pas de mémoire. Il est pilote de Formule 1, il a une intelligence de pilotage qui dépasse notre entendement, mais de l'autre, il a pu facilement aller chercher cette performance parce que la V-Carb est si bien née. Là où s'il avait été au volant d'une voiture peut-être un peu plus complexe à conduire, il serait peut-être pas allé chercher un temps aussi impressionnant. J'aurais d'ailleurs, en parlant d'adaptation et de setup, etc., été très intéressé de voir Lawson conduire au Japon. Étant donné que c'est un circuit qu'il connaît, je tiens à vous rappeler que Lawson, tout comme Gasly d'ailleurs, a fait de la Super Formula, et que c'est un week-end beaucoup plus standard. Mais, de l'autre côté, pour contrebalancer cet argument, s'il a absolument besoin d'être sur un circuit qu'il a connu dans des catégories juniors pour être ailleurs que dans le bottom 5, il a rien à foutre chez Red Bull. Alors oui, c'est très dur comme manière de tourner la chose, c'est très dur comme phrasé, et c'est très facile pour un connard de mon espèce de juger. Je veux dire, moi j'ai pas la pression sur ses épaules, et j'ai pas à marcher 1 kilomètre ou rouler 1 kilomètre dans ses chaussures. La réalité des choses actuellement, c'est que sur un circuit qu'il connaît donc pas tellement, comme Shanghai, il est au virage 1, 30 km/h plus lent que son équipier sur son tour le plus rapide en qualif. Et si ça vous paraît peu, ça ne l'est pas. Alors pas du tout. En fait, ça c'est vraiment représentatif de ce qui se passe pour Lawson actuellement. Si vous voulez vous faire une idée par vous-même, je vous recommande un site qui s'appelle f1tempo.com. J'aurais sûrement mis le lien dans la description. Un site qui recense les traces télémétriques des voitures directement après les Grands Prix. Et vous vous rendrez peut-être compte que c'est pas super dur à lire un graphique télémétrique et que du coup vous pourrez analyser plein de choses par vous-même. Donc s'il y en a quelques-uns dont ça enable la curiosité, je suis content. Mais si vous comparez les traces entre Verstappen et Lawson, vous allez vous rendre compte d'un truc, c'est que Lawson il sous-conduit la voiture, mais de beaucoup. C'est une expression que je déteste, surconduire la voiture. Oh, he overdrive the car to a point. No, shut the fuck up. Tu peux pas surconduire une voiture. Ou alors c'est d'une manière absolument décousue. Sur un seul tour, je doute pas que en cramant les pneus et en utilisant tout le slip angle du monde, tu peux effectivement surconduire une voiture et sur un malentendu, faire monter une stake en pole position. Gros malentendu. Par contre, le terme sous-conduire une voiture, lui, je l'entends beaucoup plus. On pourrait juste dire que le mec est ultra conservateur dans ses inputs, dans sa manière d'interagir avec la voiture. Le truc avec Lawson qui est vraiment flagrant, c'est que il est pas en train d'essayer de claquer un tour, il est en train de survivre au tour. Parce que sinon il le finit pas. Et ça c'est pas normal. Enfin, il pourrait le finir, mais genre, c'est-à-dire il le finirait dans le mur. Son tour est fini, mais c'est pas généralement quelque chose qui te met en odeur de sainteté avec ton employeur. Demandez à Perez ce qu'il en pense.
Tout à l'heure, je vous ai dit que c'était selon moi la meilleure chose à faire que de dropper Lawson au profit de Tsunoda. Et je maintiens que c'est pas la meilleure chose à faire pour Red Bull, c'est pas la meilleure chose à faire pour Tsunoda, c'est la meilleure chose à faire pour Lawson. Donc si vous êtes fan de lui, vous devriez être limite content de la décision. Dans la même vidéo où j'avais expliqué à quel point pour moi ça faisait aucun sens de faire monter Lawson plutôt que Tsunoda, j'avais émis, pas une théorie, mais donné un scénario. Un scénario dans lequel on faisait effectivement monter Tsunoda, on laissait Lawson vivre une pré-saison de rookie normale dans une équipe où la pression est vachement moins élevée, et si derrière ça marchait pas pour Tsunoda, s'il était vraiment genre ric-rac et incapable de gérer la voiture, éventuellement, on opérerait un swap de mi-saison. C'est une solution qui fait plaisir à tout le monde, qui permet de préserver un peu la santé mentale du rookie, et qui en plus fait plaisir à Honda, qui pour l'instant, je vous le rappelle, fait encore l'entretien et je crois le montage des moteurs qui sont dans la baie moteur Red Bull. Je suis plus exactement sûr du deal Red Bull Powertrain, mais il me semble qu'ils ont racheté les propriétés intellectuelles Honda, mais que l'entretien se fait encore au Japon. Je sais plus c'est quoi le bail. Ce que je sais, c'est que l'an prochain, il y aura un gros logo de banquier sur le... En plus, même si Red Bull compte pas garder Tsunoda, il aurait pu montrer que, s'il roulait bien, il était une bonne option pour les autres équipes en 2026. Et à terme de 1 an de contrat, ils auraient pu faire monter Lawson et juste remercier Yuki. Ça aurait pu se faire. Mais bon, qui je suis, moi, à part un trou du cul sur Internet, je veux dire, ils savent ce qu'ils font, c'est Red Bull Racing, c'est une grosse entité qui pèse plusieurs millions, peut-être même des milliards. Depuis Ricciardo, ils ont rien fait de bien au niveau du second siège Red Bull. C'est quand même fou de ressentir encore aujourd'hui l'impact de Ricciardo qui part. Guess he lied when he said he never left. L'autre jour en stream, je parlais avec mon chat du fait que la Red Bull Driver Academy n'a absolument pas fonctionné pour Red Bull depuis Verstappen. C'est le dernier lauréat Red Bull à avoir réellement fonctionné pour Red Bull. Ce que j'entends par là, c'est que Gasly, ils l'ont fait monter très vite, ils l'ont cramé très vite et ils l'ont balancé après une demi-saison. Et maintenant, Gasly, il marque des points pour la concurrence. Donc question rentabilité, ça se pose là. Ensuite, ils ont catapulté Albon dans le siège, un pilote qui n'était même plus Red Bull Driver Academy, qu'ils ont re-signé parce que leur structure battait de l'aile. Ils se sont rendus compte que c'était pas plus glorieux qu'avec Gasly, mais ils l'ont quand même gardé 1 saison et demie parce que non mais faut pas, tu vois, c'est-à-dire qu'en fait on peut, on va pas admettre qu'on avait tort quand même. Tout ça pour finalement relâcher Albon qui marque maintenant des points pour la concu lui aussi. Et ensuite se sont retrouvés avec Perez qui n'est pas dans la structure Red Bull Racing initialement, qui était vraiment ce qu'on appelle en anglais un stopgap. C'est vraiment pas leur première option. Et à la fin du compte, le stopgap il est resté là 3 ans, 4. Il aurait pu rester jusqu'à 2026, s'ils avaient pas décidé de tout payer et de renvoyer les bouteilles de tequila. Pas une vanne faussement discriminante, il est dans une pub de tequila où il ramène toute la tequila à Red Bull. Oui. Genre sans déconner, rendez-vous compte de la quantité de pilotes qui ont été sacrifiés sur l'autel de la performance. Ce qui est normal en Formule 1, beaucoup moins de swapper les pilotes mi-saison comme ça. À part Red Bull Racing, j'ai pas de souvenir, vous me corrigerez, de changement de mi-saison dans une top team. À part salaud chez Ferrari en 99, mais Schumacher s'était pété la jambe, c'est pas pareil. Chez Red Bull, ils sont entichés à changer de pilote mi-saison parce que une fois, ça a marché. Et si on est parfaitement honnête, bien que Verstappen a fait une course tout à fait honorable, si les deux Mercos se sortaient pas, sa première course pour Red Bull aurait été un podium, pas une victoire. Je comprends pas à quel moment chez Red Bull, qui est pourtant une équipe que j'adore, enfin sur le Racing, dans Red Bull Racing, on vous rappelle la concu, tout ça, les liens dans la description. Mais à quel moment on se rend pas compte que c'est ultra toxique comme environnement que d'introduire des... Ah ouais, en fait, si tu performes pas, mi-saison, tu te casses en fait. Ça me rappelle, genre, c'était quoi, Formula One 2020, 2019, on avait des contrats de 4 courses. Genre, toutes les 4 courses, on pouvait swapper d'équipe. Après, Codemaster, ils ont fait non, qu'à la mi-saison. Et après, Codemaster, ils ont fait non, nique ta mère. Voilà. Maintenant, il y a des secret meetings. Et puis, genre, t'es 4e du championnat du monde avec une Williams et il y a Kik qui veut de toi. Ah, mais super. Ah, mais franchement, autant on pourrait dire que je suis encore mal au cul avec Gasly. Et c'est le cas, d'une certaine manière. Effectivement, il aurait fallu une saison de plus chez Vicarb avant de peut-être aller chez Red Bull d'ici 2020 et les choses auraient pu être différentes. Mais c'est pas ce à quoi on a eu droit. Mais en étant parfaitement objectif, honnête avec moi-même, je vois pas à quel moment chez Red Bull on se dit que c'est une bonne idée de fast-tracker un rookie directement dans le second siège Red Bull quand des mecs plus expérimentés que Lawson et, j'aurais tendance à dire, meilleurs que Lawson, en tout cas à leur prime, ont échoué. Parce que non content d'être fast-tracké dans une voiture qui est très très dure à conduire, on te juxtapose avec Verstappen. Un pilote qui, même quand il fait pas exprès, broie ses équipiers. Un peu à la star d'Alonso. Demandez à Van Dorn ce qu'il en pense. Demandez à Massa ce qu'il en pense.
Il y a que Stroll qu'on peut pas demander en fait. Qui a d'ailleurs marqué des points en Chine. Stroll, il carry Aston Martin, hein. Alors, ils sont où les fouilles merde? Venez, prenez le bait, allez, dites un truc à la con là, s'il vous plaît. La vanne sur Stroll, c'est juste que moi, j'aime pas en fait le bashing qu'il prend continuellement, qui fait que, à l'inverse des gens qui le bâchent pour tout et pour rien, moi je le défends pour tout et pour rien. Ça équilibre le monde. C'est le yin et le yang. Même quand il se crache, il le fait bien, Stroll. T'as vu comment je suis de mauvaise foi? Vous êtes pareil. C'était pas un risque de mettre Lawson dans le baquet numéro 2. C'était une idée de merde. Et si moi j'ai pu le voir venir à 10 bornes, bah pourquoi pas Red Bull quoi? Parce que comme je l'ai dit, c'est le meilleur moyen de brûler votre nouveau jeune talent qui pourrait vraiment devenir un nouveau fer de lance, qui pourrait vraiment devenir la nouvelle pointe de l'épée quand Max en aura eu inexorablement marre et se sera barré en endurance. Mais justement, swapper Lawson dès maintenant, c'est la meilleure décision qu'ils aient prise depuis longtemps. Parce qu'en renvoyant Lawson chez Vicarb, ils lui permettent un luxe qu'on n'a pas en Formule 1 d'habitude, c'est de pouvoir reset. Ils lui permettent de pouvoir mentalement se reconstituer. Malheureusement, c'est au prix de Tsunoda, qui est un pilote que j'aime beaucoup, mais dont j'ai peur qu'il fasse mal à son stock, qu'il fasse mal à la bonne option qu'il avait l'air de devenir pour les équipes en 2026. Donc même si c'est au prix de Tsunoda, pour Lawson, c'est peut-être la meilleure chose d'aller chez Vicarb maintenant pour se constituer comme un rookie normal. D'autant plus que cette génération de voitures, qui pose plein de problèmes à plein de pilotes, de par son poids, de par ses problèmes latents ou inhérents plutôt au règlement, pas forcément à la conception des voitures. Ces bagnoles-là, elles sont pas faciles à concevoir, elles sont pas faciles à conduire. Et ce règlement, ces jours sont comptés. Puisque à la fin de la saison, bam, full reset. On est en 2026, les voitures sont plus les mêmes, nouvelle philosophie de design, nouvelle philosophie moteur, à moins que le plan d'action de la FIA pour faire revenir les V8 ou les V10 Atmo au détriment justement du règlement 2026 soit autre chose qu'un gros coup de com' de la présidence de la FIA. J'y crois pas une seule seconde, hein. C'est pour ça que j'en ai pas fait de vidéo. Je pense que ça, c'est juste un gros coup de com' parce qu'on est en saison de réélection à la présidence de la FIA. Et il y a peu de choses qui paraîtraient plus populaires maintenant que de refaire revenir les V8. Mais bon, avec la quantité d'équipes qui s'y opposent, effectivement, ça paraît compromis. Et c'est pour ça que je pense que c'est une promesse creuse. Voilà. Vous direz bien voter Suzy Wolff à la présidence de la FOM, mais d'une part, on n'a pas de pouvoir de vote, nous, et d'autre part, je pense qu'elle aussi, c'est juste un coup de com' par rapport à ce qui s'est passé l'année dernière avec l'enquête, mise au... Vous vous souvenez de tout ça? Ouais, je pense que c'est ça. Voilà, c'est... Ah là. Bon, retour à ces histoires de Lawson et de Tsunoda, là. Et un peu à l'instar de Lawson qui va aller faire du bien à son petit esprit et full reset chez Vicarb, pour Red Bull, il sera temps en 2026 de full reset et d'arriver avec une voiture qui sera neutre en termes de balance. Et ensuite, dont le setup, à la préférence du pilote, pourra amener plus ou moins de survirage pour en extraire plus ou moins de performance. C'est facile de dire ça. Et je pense qu'initialement, c'est ce que Red Bull tente de faire en donnant à leur voiture une balance neutre survireuse. Et force est de constater que ça va dans la direction du survirage sa mère. Ça, c'est en partie parce que le feedback donné par le pilote qui gagne, il dit qu'on a besoin d'une voiture plus pointue pour gagner. Ce qui veut pas dire que la voiture est conçue pour lui. Il y a une énorme nuance dans le propos. Entendez-la. Bref, rendez-vous au Japon pour voir si Tsunoda sera capable de tenir cette Red Bull dans la bonne direction parce que là... Bon, attention, hein, c'est le moment Nostra Clippy, on touche du bois. House of Cards, il y a un monde. Un seul, un peu comme dans Doctor Strange. Là. Tu vois, il y a tous les univers, il y en a un. Où en fait, la voiture, elle sied à Yuki. Et en fait, Red Bull finit la saison vachement mieux que ce qu'ils imaginaient. Pas parce que Yuki, il est trop fort et il pète Verstappen, mais parce que Yuki, il est solide. Que Yuki, il fait du bien, justement, à son image, qui devient une bonne option pour une équipe en 2026. Et Dieu sait que je me régalerai de voir Tsunoda ensuite, une fois désavoué par la hiérarchie Red Bull, débarquer dans une équipe capable de gagner et avoir son arc de revanche, sa vindication. Mais d'ici là, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je suis Kipi de la Clip, vous pouvez me suivre absolument partout, ça s'affiche. Me suivez pas dans la rue, bien sûr. Enfin, vous pouvez me demander une photo. Photo. Et là, je fais non, j'ai pas. Non, mais mes cheveux, en ce moment, ils veulent rien dire, mes cheveux. C'est normal, il y a du plâtre dedans, tu vois, donc ça donne une structure. C'est pour l'aérodynamisme. Si je fais ça, là, DRS. Bref, rejoignez-nous sur Twitch, Twitter, Instagram, buvez Oli Énergie, achetez des gants Sync Mesh, c'était Clippy da Clip. Bisous. Got